Salut, je m'appelle Sacha, je suis militante au collectif du Point des Roses et c'est une vidéo un peu spéciale. Je l'ai fait vraiment en urgence parce que je sais qu'en ce moment même, il y a beaucoup de personnes qui sont profondément inquiètes par l'offensive législative, politique, médiatique qui se joue contre les personnes trans. Donc moi, je voulais participer à ce débat, à cette discussion et apporter peut-être quelques éléments de réponse, quelques idées de ce qu'on pourrait faire face à l'offensive anti-trans. Donc regardez cette vidéo s'il vous plaît jusqu'au bout, même si elle est un peu longue. Premièrement, je ne sais pas vous, mais moi je sens que être trans en 2024, ça devient mais vraiment extrêmement étouffant, quelque chose d'extrêmement difficile. C'est lire tous les jours un fil d'actualité macabre sur des centaines de lois qui sont en train de pleuvoir aux États-Unis visant à interdire ou restreindre les droits trans. C'est lire ce qui se passe en Russie avec des énormes offensives contre les personnes trans, contre les personnes LGBT qui sont déclarées comme extrémistes, qui sont déclarées comme hors la loi, qui vont en prison pour la seule raison qu'elles sont LGBT. C'est lire aussi sur le sort des personnes LGBT immigrées en Europe qui souvent se suicident tellement l'Europe a mis en place tout un ensemble de lois xénophobes, répressives à l'égard des immigrés. Donc l'ambiance, elle est vraiment sombre et on voit qu'à l'échelle internationale, après qu'au début du siècle, le mouvement LGBT, le mouvement trans ait conquis quelques maigres droits démocratiques, la droite et l'extrême droite, les réactionnaires de tous bords semblent être déterminés à prendre leur revanche. Et il ne s'agit plus juste des nouvelles qu'on lit depuis l'étranger, ça concerne aussi la France où la droite, les républicains, les sénateurs républicains ont déposé un rapport au Sénat et ensuite ont déposé aussi un projet de loi qui recommande tout simplement de bannir la transition médicale et sociale aux mineurs trans, qui recommande aussi 2 ans de prison pour les médecins, pour les soignants qui décident de déroger à cette nouvelle loi et d'offrir des soins aux mineurs trans et qui aussi souhaitent mettre en place un contrôle psychiatrique accru sur les enfants trans. Dans le sillage de cette attaque législative des Républicains, on a vu aussi le parti, le Rassemblement national, déposer un projet de loi similaire à l'Assemblée nationale qui revient à peu près sur le même objectif de basiquement interdire la transition aux personnes trans mineures. Et on a vu également se dérouler une véritable tempête médiatique autour du livre de 2 militantes transphobes, Dora Muto et Marguerite Stern, qui s'appelle Transmania. Les autrices de ce pamphlet sont invitées sur des stations radio, sur des chaînes télé, où elles arrivent à dérouler en toute tranquillité leur argumentaire transphobe et tiennent des propos mais tout simplement délirants. Et je pense qu'on aurait pu tout simplement rire de cette bêtise guignolesque, de cet abysse intellectuel que représentent leurs propos, leurs positions. Mais le problème, c'est que c'est diffusé à l'heure de grande écoute, c'est diffusé sur des chaînes de télévision qui ont une grande audience. Et la réalité aujourd'hui en France, c'est que en fait, la majorité de la population, elle est en profonde ignorance de ce que c'est les personnes trans, de est-ce que les personnes trans sont en danger ou est-ce que ce sont des gens comme des autres. Et du coup, cette opération de désinformation que mènent ces autrices, que mène la droite, que mène l'extrême droite, elle ne fait pas vraiment rire. Face à la sortie de ce livre, on a eu des personnalités comme par exemple la drag queen Paloma qui ont fait des stories, qui ont fait des tweets pour interpeller publiquement la mairie de Paris, mais aussi l'entreprise d'affichage GC Déco, afin de les alerter qu'en fait, elles font la publicité d'un livre ouvertement transphobe. Et on a eu des associations comme Stop Homophobie qui ont appelé à faire recours à des signalements massifs à l'ARCOM par rapport à ce qui a été dit sur les plateaux télé et qui ont annoncé aussi porter plainte par rapport au passage haineux qui était contenu dans le livre Transmania. Mais par la suite, on a vu que la suppression des affiches de Transmania n'a fait que permettre à la maison d'édition d'extrême droite qui l'a publié, qui s'appelle Magnus, de mener une véritable campagne politique incitant les militants d'extrême droite et les transphobes de tous bords de courir acheter ce livre que la mairie de Paris et les associations LGBT essayent de censurer.
Et c'est une opération de promotion qui a été réussie puisqu'elle a fait grimper le livre Transmania jusqu'aux premières places de vente sur Amazon et a déclenché un nouveau tour d'invitation de Stern et Muto sur plein de grands médias. Donc je pense qu'après cet épisode, on peut légitimement se demander est-ce que porter plainte, est-ce que faire appel à la loi, aux autorités de régulation, à la mairie de Paris, etc., sera efficace pour mettre un véritable frein à la campagne anti-trans? Moi, ça fait des années que je milite sur les questions trans et donc ça fait très longtemps en fait que je me pose ce genre de questions. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que la réponse définitive pour moi, c'est vraiment non, ce ne serait pas suffisant. Pour comprendre pourquoi ce ne serait pas suffisant, je pense qu'il est important de voir que le livre Transmania est en train d'être revendiqué par le collectif d'extrême droite Nemesis, par l'eurodéputée de Rassemblement National Mathilde Androuet, par les porte-paroles du parti d'extrême droite Reconquête, Marion Maréchal et Éric Zemmour. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que Marguerite Stern et Dora Muto sont en train de fusionner avec l'extrême droite politique et sont en train de devenir des militantes organiques d'extrême droite et donc elles seront appuyées, elles seront soutenues, leurs propos seront diffusés par tous les réseaux médiatiques, par tous les réseaux d'édition, etc., qu'a mis en place, qu'a construit au fil des décennies l'extrême droite française. Donc oui, vous pouvez porter plainte, vous pouvez faire des signalements, mais aujourd'hui, de fait, tous ces réseaux, donc GDD, CNews, Valeurs Actuelles, Livre Noir, Figaro, RMC, etc., vont continuer à mener une campagne transphobe avec elle. Et en fait, toute procédure bâillon, toute tentative de censurer ou d'empêcher la tenue de leurs événements, elle sera immédiatement utilisée pour elles comme une marque de fierté, comme un signe de distinction et comme aussi une preuve de l'existence d'un prétendu lobby LGBT ou des transactivistes. Ce procédé de se poser en victime de persécution, c'est le mode opératoire même de complotistes et en fait le réseau médiatique de l'extrême droite leur permet de continuer leur existence même s'ils ont été évincés de chaînes traditionnelles, même s'ils ont été évincés des médias traditionnels, ils arrivent dans ces écosystèmes médiatiques parallèles de maintenir et voire découpler, de tripler, de quadrupler leurs profits. Souvenez-vous de Alain Soral, souvenez-vous de Éric Zemmour. Ils ont eu de nombreux procès pour incitation à la haine raciale. Ils ont eu même des condamnations, mais en fait, ils s'en foutent. Pour eux, ces condamnations, ce sont des médailles, ce sont des signes de distinction, et en fait, ils continuent tranquillement. De fait, les transphobes en chef Stern et Muto sont en train de mener un travail idéologique. Elles sont en train d'installer dans le débat public l'idée que les personnes trans sont un danger pour les enfants, pour la société et pour elles-mêmes. Que les femmes trans, ce sont des fétichistes pervers, que la transidentité en général, c'est une maladie psychiatrique, c'est un effet de mode, c'est une contagion, c'est une épidémie. Elles sont en train de créer un monstre trans. Un nouvel ennemi public à côté des immigrés et des musulmans. L'offensive contre les personnes trans et LGBT permet aux réactionnaires de renforcer la division patriarcale entre les hommes et les femmes, de mettre la main sur le contenu de l'éducation de la jeunesse et de aussi discipliner les soignants et les profs qui seraient un peu trop progressistes à leur goût. Ce sont des méthodes dont l'efficacité a été testée et éprouvée par des figures comme Margaret Thatcher dans les années 80 au Royaume-Uni avec sa section 28 ou encore aujourd'hui, en ce moment même, avec le gouverneur actuel de l'État de Floride, Ron DeSantis. Il n'y a rien d'étonnant donc que l'extrême droite du monde entier commence à employer ce mode opératoire. Je crois que je connais la suite. Je viens de la Russie, un pays où il y a 10 ans, tout a commencé par la lutte contre la prétendue propagande LGBT auprès des mineurs. 10 ans plus tard, tous les droits trans sont interdits, le mouvement LGBT est déclaré comme extrémiste, il est ajouté à la liste officielle des organisations terroristes et extrémistes et les LGBT sont en prison parce que LGBT. J'ai vu aussi la réponse qu'a apportée à cette offensive le monde associatif LGBT russe. Donc je peux vous dire de mon expérience que les plaintes, les signalements à l'ARCOM, les pétitions et la tribune ne suffiront pas pour enrayer cette dynamique réactionnaire de fond. Pour comprendre en profondeur les enjeux de la situation actuelle, il faut aussi qu'on regarde plus largement au-delà des questions trans. Le gouvernement est en train de persécuter des militants politiques et syndicaux pour s'être exprimés, pour s'être livrés contre le génocide du peuple palestinien.
Des meetings et des conférences sont interdits. Des organisations antifascistes sont dissoutes. Des militants écologistes subissent des perquisitions et des immigrés subissent des expulsions. L'extrême droite en France, elle appuie toutes ces offensives antidémocratiques que mène l'État, et l'extrême droite aussi, elle est organisée, elle est soutenue par la bourgeoisie, elle est offensive sur son programme, et en fait la droite traditionnelle du gouvernement est en train aussi de converger en profondeur avec les positions de l'extrême droite. Dans ce contexte, il va falloir qu'on organise une véritable riposte en défense des droits trans. Mais pour pouvoir contrer les attaques de cette ampleur, on ne peut pas se défendre séparément. On doit construire un rapport de force suffisamment conséquent pour les faire reculer. En ce sens, nous, la communauté trans, on ne peut pas juste compter sur nous et nos propres forces. On doit interpeller l'ensemble des organisations politiques et syndicales afin de les inciter à faire front pour combattre, oui, l'offensive anti-trans, mais aussi pour combattre la répression syndicale, pour combattre l'extrême droite, les offensives racistes et les lois antisociales de ce gouvernement. Et le mouvement ouvrier, avec sa force de bloquer l'économie, il doit jouer un rôle clé dans ce front. Il doit porter ouvertement un programme politique en défense des droits trans et opposé à toutes les offensives racistes, à l'instar du mouvement ouvrier états-unien qui devient très politique avec cette nouvelle génération de syndicalistes, comme par exemple dans le syndicat Starbucks, qui ont fait grève pour s'opposer aux lois anti-trans et aussi au traitement des travailleurs trans par la chaîne de Starbucks, et aussi en suivant l'exemple du syndicat de Amazon qui à la fois s'est opposé au génocide du peuple palestinien et s'exprime aussi en soutien au mouvement BLM contre les violences policières et le racisme systémique. Mais en fait, on pourrait aussi légitimement se poser la question pourquoi le mouvement ouvrier devrait s'en saisir non seulement des questions économiques, mais aussi de la question de la lutte contre l'oppression des personnes trans et LGBT. Pour répondre à cette question, je dirais que les attaques que mène la bourgeoisie contre les droits trans et LGBT reproductifs, en fait, elles ne peuvent pas être considérées d'une façon déconnectée et découpée du reste de ces offensives sur le terrain social et politique. Pour le patronat, pour les grandes fortunes qui possèdent les médias et les réseaux sociaux et qui les utilisent pour livrer des véritables campagnes de haine contre les groupes marginalisés, en fait, il s'agit de creuser les lignes de fracture qui peuvent exister dans les classes populaires et renforcer les divisions sexuelles, raciales et religieuses. En fait, ces campagnes permettent à la bourgeoisie de désigner des véritables boucs émissaires. Donc, les immigrés, les musulmans, les LGBT, les wokistes, les insolentes féministes, c'est ça les véritables coupables de tous les maux de la société. Cela permet très clairement à la bourgeoisie de faire en sorte de détourner et de canaliser la colère de la population et de occulter les rapports de classe et d'exploitation. C'est pour ça que les offensives contre les personnes trans et LGBT ne sont pas une question secondaire et doivent être combattues par l'ensemble du mouvement social. J'ai l'impression que face à la gravité de la période, face à la gravité des enjeux auxquels nous sommes confrontés, la communauté trans et LGBT doit aussi profondément remettre en question ses habitudes et sa routine politique. Aujourd'hui, la majorité des militants LGBT ou trans organisés le sont sous forme de petits collectifs ou associations. Et j'ai l'impression que cette forme organisationnelle associative, elle n'est plus suffisante pour les enjeux que nous pose la période. Évidemment, je pense que les assos trans et LGBT ont joué un rôle progressiste en permettant à de nombreuses personnes de s'organiser, de faire leur premier apprentissage de la politique et de cumuler aussi une expertise très importante sur les enjeux sanitaires. Mais à côté de ce travail important que font les associations sur l'autosupport, elles font aussi souvent un travail du plaidoyer adressé aux institutions, au pouvoir public. Je pense que face au macronisme radicalisé qui emprunte de nombreux éléments du programme à l'extrême droite, en fait, le travail institutionnel des associations trans et LGBT se heurte à une profonde impasse. Aujourd'hui, dans le gouvernement de Macron, il y a au moins 7 ministres qui se sont opposés historiquement au mariage pour tous. Parmi ces 7 ministres, il y a le cas exemplaire de Aurore Berger, l'actuelle ministre de l'égalité femmes-hommes, qui en fait a ouvertement rencontré les militantes anti-trans que vous connaissez, Stern et Mouton. Donc voilà, la logique du plaidoyer, elle part du principe
qu'on peut s'adresser à l'État, qu'on peut l'avoir comme un interlocuteur, lui adresser nos demandes et essayer d'obtenir de façon incrémentale des progrès par-ci et par-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que la logique du plaidoyer, elle cherche à dialoguer avec les institutions. Elle cherche à trouver des interlocuteurs dans le gouvernement, dans les halls de pouvoir. Mais ce que je voudrais poser comme question, et vraiment d'une façon sincère, c'est quel interlocuteur pourrait-on espérer avoir dans un gouvernement qui est en train d'organiser des opérations militaires dans ces colonies, qui est en train de fournir un soutien actif au génocide du peuple palestinien et qui est en train de réprimer l'ensemble du mouvement social. Donc voilà, je considère que le gouvernement actuel de Macron, il est profondément réactionnaire. Et pour moi, les personnes trans et les militants LGBT ne doivent pas chercher à avoir des interlocuteurs aux halls du pouvoir. Ils doivent s'organiser au quotidien pour le combattre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit passer à une vitesse supérieure et de inscrire le combat pour les droits trans dans une lutte plus large. Je pense que aussi on doit se poser la question pourquoi les offensives anti-trans sont en train d'arriver un peu partout. Ce n'est pas juste Stern et Moutot, Jacqueline Eustache-Brignot et Aurore Berger en France. C'est aussi les offensives qui arrivent aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Italie, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. Pourquoi l'offensive anti-trans prend une dimension internationale, voire mondiale? Pour moi, l'explication se cache dans une crise profonde qu'est en train de traverser le système capitaliste. C'est une crise qui est sociale, économique et politique et qui introduit une véritable instabilité politique dont se nourrit l'extrême droite. Et au fur et à mesure que le pourrissement du système capitaliste s'approfondit face aux crises financières, face aux guerres, face à la crise climatique, en fait, on va assister à l'émergence de phénomènes de plus en plus morbides et aussi, nous, la communauté trans, la communauté LGBT, mais aussi plus généralement les femmes, par exemple, nous allons subir des attaques de plus en plus violentes. Mais ce serait une véritable erreur d'analyse de considérer cette dynamique uniquement sous le prisme du renforcement inévitable, prédéterminé des forces réactionnaires. De fait, cette instabilité et cette crise du système capitaliste, elle ouvre aussi des brèches qui sont pleines de nouvelles possibilités, comme en témoigne l'ensemble des révoltes, de grèves de masse et de mouvements de mobilisation qu'on a vus ces dernières années à l'échelle internationale. Ces mouvements et ces mobilisations sont souvent contre un aspect partiel de la vie sur le capitalisme. Ça peut être une hausse des taxes, ça peut être une hausse des taxes, une hausse des prix des tickets de métro, une réforme de retraite, les violences policières, les salaires stagnants, la crise climatique ou le droit à l'IVG. Et c'est dans ces moments de mobilisation et de lutte qui se construit sur la période des semaines et des mois qu'il est possible non seulement faire reculer l'ensemble des attaques qu'on est en train de subir, mais aussi d'élever la conscience politique de ceux qui se mobilisent sur l'ensemble des questions politiques et sociales. Donc moi je défends que si on veut avoir une réponse à la hauteur de cette offensive anti-trans ignoble qui se joue à l'échelle internationale, on a besoin de répondre par un mouvement de masse qui est composé d'un front très large politique et syndical et qui cherche en fait à entraîner des millions, des dizaines de millions de personnes dans la lutte avec un programme d'ensemble. Et cette mobilisation, elle doit être aussi le lieu, l'opportunité d'expliquer, de démontrer à très large échelle aux masses en lutte qu'en fait, ni les luttes sociales, ni les luttes démocratiques, ni les luttes contre les oppressions, elles ne peuvent s'accomplir, elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur tâche sous le système capitaliste. Et donc, elles doivent le dépasser. Pour arrêter la crise climatique, pour arrêter les guerres impérialistes en cours, pour faire cesser les morts en Méditerranée et pour faire cesser l'oppression des personnes trans et LGBT, nous devons commencer à poser, pour les raisons politiques et stratégiques, la destruction du système capitaliste dans son ensemble. Pour pouvoir atteindre cet horizon, nous avons besoin de construire une organisation qui est non seulement politique, mais qui est dotée d'une stratégie révolutionnaire qui rejette les logiques institutionnelles et qui cherche au contraire d'articuler l'ensemble des fronts de lutte afin de pouvoir renverser le système capitaliste et de détruire l'ensemble des oppressions qu'il nourrit.
Je vous accorde que c'est un tout autre logiciel que celui qui prime dans les associations institutionnelles LGBT, trans et féministes, mais en fait, il y a une nouvelle génération militante qui est en train d'émerger et qui se pose énormément de questions sur la stratégie et qui fait un choix conscient de devenir des militantes révolutionnaires. La seule façon de contrer véritablement l'influence néfaste des idéologues transphobes et l'assise qu'elles sont en train de construire à l'aide des médias bourgeois et réactionnaires est de construire notre propre force politique et révolutionnaire. Cela fait des années que je milite à Révolution Permanente qui est justement cette organisation, ainsi qu'à Du Pain et de Rose qui est son collectif féministe et LGBT, et je sais qu'on va combattre toute offensive anti-trans, anti-LGBT dirigée contre les droits reproductifs avec tous nos moyens. Et on va le faire aux États-Unis, on va le faire en Argentine, on va le faire en France et en Espagne, en Allemagne, en Italie et dans tous les 14 pays où on existe. Et on va le faire parce que s'élever contre l'oppression, c'est le devoir politique élémentaire de tout révolutionnaire. Je voulais finir cette vidéo, j'avoue, un peu longue, en insistant sur une chose. Le fait que l'extrême droite met dans son viseur les minorités trans ne doit pas ni nous faire peur, ni nous paralyser. Au contraire, cela doit nous servir d'un coup d'électrochoc. Ne restons pas dans l'impuissance et la paralysie individuelle. N'attendons pas passiblement la suite de leurs attaques. Organisons-nous maintenant et construisons un front de résistance pour combattre l'ensemble de leur offensive.